Je m'appelle Mason, j'ai 29 ans, et hier, j'ai vu mon père jeter toute ma vie sur la pelouse devant la maison. Mais avant de vous raconter comment je lui ai fait regretter chaque seconde de cette décision, prenez un moment pour laisser un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous cela? J'aime voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où ce cauchemar a commencé. Si vous étiez entré dans la maison de Maple Street il y a 3 jours, vous auriez vu une famille américaine de classe moyenne tout à fait normale. Vous auriez vu mon père, Robert, assis dans son fauteuil inclinable, regardant Fox News et se plaignant du gouvernement. Vous auriez vu mon jeune frère, Caleb, manger un sandwich qu'il n'avait pas préparé, probablement en train de faire défiler Tinder ou de se vanter au téléphone d'une affaire commerciale qui n'existait pas. Et si vous aviez regardé de très près, vous auriez pu demander, où est le fils aîné? Où est Mason? Pour me trouver, il fallait descendre. Passer la cuisine, passer la buanderie, descendre l'escalier en bois grinçant jusqu'au sous-sol. C'était mon domaine, ou plutôt ma cellule. C'était un mardi, vers 14 heures. La chaleur en Arizona était brutale, frôlant les 40 degrés Celsius dehors. J'étais plongé dans le code. Je travaille comme ingénieur logiciel senior pour une entreprise technologique basée à Seattle. Il me verse un très bon salaire, mais comme je travaille à distance, ma famille semble penser que je passe mes journées à jouer à des jeux vidéo. J'avais mon casque anti-bruit sur les oreilles, essayant de corriger un bug dans un déploiement qui devait être rendu dans 1 heure. Le sous-sol était frais, le seul endroit de la maison qu'il était. J'avais installé une unité de climatisation mini-split séparée en bas avec mon propre argent il y a 2 ans, car la climatisation centrale n'atteignait pas le sous-sol et mes ordinateurs généraient beaucoup de chaleur. Soudain, la porte en haut de l'escalier s'est ouverte avec fracas. Mason. Je ne l'ai pas entendu au début. J'étais concentré. Boum, boum, boum. Des pas lourds ont martelé l'escalier. J'ai fait pivoter ma chaise juste au moment où mon père, Robert, faisait irruption dans mon espace de bureau. Il était rouge, en sueur, tenant une facture d'électricité froissée dans son poing. « Enlève ces foutus trucs de tes oreilles quand je te parle », a-t-il rugi. J'ai glissé le casque autour de mon cou. « Papa, je travaille. J'ai une réunion dans 20 minutes. » Travailler? Il a ricané en faisant des guillemets avec ses doigts. « Tu es assis sur tes fesses à regarder un écran. Tu sais ce que c'est que le travail? Le travail, c'est transpirer. Le travail, c'est se casser le dos. J'ai travaillé à l'usine pendant 30 ans. Ça, c'était du travail. » J'ai soupiré. Nous avions cette conversation au moins 2 fois par semaine. « Qu'est-ce que tu veux, papa? » « Je veux savoir pourquoi ça. » Il a secoué le papier devant mon visage, « c'est $300. On est en juillet en Arizona, papa. La clim tourne. Ta clim tourne. » Il a pointé l'unité blanche élégante montée sur le mur au-dessus de mes écrans. « Il fait un froid de canard ici. Tu gaspilles de l'énergie pendant que ta mère et moi transpirons en haut pour essayer d'économiser un sou. » J'ai pris une profonde inspiration pour garder une voix stable. « Papa, je paie la facture d'électricité. Je paie la totalité. Tu n'as pas payé une facture de service public depuis 5 ans. » Il s'est figé. C'était le déclencheur. Chaque fois que je mentionnais l'argent, sa fierté s'enflammait comme une allumette jetée dans de l'essence. Il détestait avoir besoin de moi. Il détestait que sa retraite ne suffise pas à couvrir le style de vie qu'il voulait maintenir. Mais au lieu d'être reconnaissant, il transformait cela en domination. « Oh, tu paies la facture, c'est ça ?» Il s'est approché, envahissant mon espace personnel. Il sentait le café rassis et la vieille agressivité. « Tu penses que jeter quelques dollars pour les factures fait de toi l'homme de la maison? C'est ma maison, Mason. Mon nom est sur la boîte aux lettres. J'ai mis le toit au-dessus de ta tête. Tu vis ici parce que je le permets. Tu comprends? » Je l'ai regardé dans les yeux. Je voulais hurler. Je voulais ouvrir le tiroir du haut de mon classeur, sortir l'acte de propriété et le lui mettre sous le nez. Je voulais dire, en fait, papa, tu ne possèdes plus cette maison depuis la saisie bancaire d'il y a 5 ans. Je la possède. Tu es un invité. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis mordu la langue. J'ai pensé à sa condition cardiaque. Le médecin avait dit pas de choc violent. Je comprends, papa,
ai-je dit calmement. Je vais baisser la clim. Éteins-la, a-t-il ordonné. Et monte aider ta mère à rentrer les courses quand elle reviendra. Rends-toi utile. Il s'est retourné et a remonté l'escalier en tapant des pieds, claquant la porte derrière lui. Je suis resté assis dans le silence, le cœur battant. J'ai attrapé la télécommande et éteint la clim. La chaleur de mon rack de serveur a instantanément commencé à remplir la pièce. J'ai essuyé la sueur de mon front et regardé l'horloge. Je devais finir ce code, mais les interruptions n'étaient pas terminées. 20 minutes plus tard, la porte s'est rouverte. Cette fois, les pas étaient plus légers, plus rebondissants. Caleb. Mon frère Caleb a 25 ans, l'enfant chéri. Il était le quarterback du lycée, le roi du bal de promo, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Il n'a aussi jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Il est toujours en train d'entreprendre, ce qui est un code pour demander de l'argent à maman pour lancer une entreprise qui échoue inévitablement. Yo, Maz, a dit Caleb en glissant sur la rampe. Il portait un polo neuf et des baskets coûteuses. Des baskets que je savais qu'il ne pouvait pas se permettre. Je travaille, Caleb, ai-je dit sans me retourner. Détends-toi, frérot. Je voulais juste te prévenir. Il s'est appuyé contre mon bureau, ramassant une figurine en édition limitée que j'avais en exposition et la faisant sauter nonchalamment dans sa main. Jessica et moi, on a fait des progrès. Jessica était sa petite amie depuis 3 mois, une fille assez gentille, mais qui n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait avec Caleb. Tant mieux pour toi, ai-je tapé une ligne de code. Quel genre de progrès? Eh bien, il a souri en posant la figurine un peu trop fort. Elle est enceinte. Mes mains se sont arrêtées sur le clavier. Je me suis retourné. Elle est enceinte? Caleb, vous sortez ensemble depuis 12 semaines. Tu n'as pas de travail. J'ai des perspectives, a-t-il claqué, son sourire disparaissant. Et de toute façon, maman et papa sont ravis. Ils vont enfin avoir un petit enfant, un héritage. D'accord, ai-je dit, sentant un mal de tête arriver. Félicitations. Vraiment. Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que, il a fait un geste vers le sous-sol, on va avoir besoin d'espace. Maman a dit que Jessica peut emménager. On va avoir besoin d'une chambre de bébé et d'une salle de jeu. J'ai plissé les yeux. Et Caleb a souri à nouveau, ce sous-sol est la plus grande pièce de la maison. C'est parfait. C'est calme. Il y a la clim séparée. Maman pense que ce serait mieux si tu déplaçais ta petite installation informatique dans le garage. Le garage. Le garage non isolé, poussiéreux, rempli d'araignées, qui atteignait 50 degrés Celsius en été. Non, ai-je dit platement. Pardon? J'ai dit, non, c'est mon bureau. J'ai besoin du contrôle de la température pour l'équipement. Je paie l'hypothèque. Je me suis arrêté. Je paie un loyer, ai-je menti, m'en tenant au script que j'avais maintenu pendant des années. Je paie assez de loyer pour couvrir toute l'hypothèque. Je ne déménage pas dans le garage. Caleb a ri. C'était un son froid et moqueur. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une demande. Maman et papa veulent que le bébé est le meilleur. Tu es juste. Tu es célibataire, Mason. Tu n'as pas besoin de tout cet espace juste pour jouer à des jeux et taper sur un clavier. Sois un bon oncle. Sacrifie-toi un peu. Je me sacrifie tous les jours, ai-je murmuré. Qu'est-ce que c'était? Rien. Sors, Caleb. J'ai une date limite. Il m'a foudroyé du regard. Tu es égoïste. Tu le sais. Tu l'as toujours été, à thésauriser ton argent. À te cacher ici comme un troll. Papa a raison à ton sujet. Il s'est tourné pour partir mais s'est arrêté dans l'escalier. Au fait, maman a dit de te dire que le dîner est à 18h. On célèbre la nouvelle du bébé. Essaie de ne pas avoir l'air si misérable. Quand il fut parti, j'ai déverrouillé le tiroir du bas de mon bureau. Sous une pile de vieilles déclarations d'impôts, il y avait une épaisse enveloppe Kraft. Je l'ai sortie. À l'intérieur se trouvait l'acte de cession de la propriété au 42 Maple Street. Propriétaire, Mason Miller. Date, 14 août 2021. J'ai passé mon pouce sur le sceau en relief.
5 ans. Pendant 5 ans, je les avais laissés me traiter comme un locataire dans ma propre maison. Pendant 5 ans, j'avais avalé leurs insultes, leurs exigences, leur manque de respect. Pourquoi? Parce que je les aimais. Parce que je voulais sauver la dignité de mon père. Mais en regardant ce papier, en écoutant les sons étouffés de Caleb et de mes parents riant à l'étage, riant de prendre mon espace, mon sanctuaire, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Le verrou de ma patience était en train de céder. Je ne le savais pas encore, mais le compte à rebours était lancé. Il m'avait poussé au bord du gouffre. Une poussée de plus, juste une de plus, et je n'allais pas tomber. J'allais riposter. Et quand je le ferais, j'allais faire s'effondrer toute la maison. Pour comprendre pourquoi je ne les ai pas simplement mis à la porte au moment où Caleb m'a menacé, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre le pouvoir de la culpabilité et comment une famille peut l'utiliser comme une arme jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où est le haut et le bas. Rembobinons de 5 ans. J'avais 24 ans, je sortais de l'université, je travaillais à mon premier poste de développeur junior. Je vivais dans un appartement bon marché à l'autre bout de la ville, économisant chaque centime, conduisant une Honda Civic au pare-choc bosselé. J'étais fier de mon indépendance. Puis est venu l'appel téléphonique. C'était ma mère, Linda. Elle était hystérique. C'est ton père, sanglotait-elle. Il s'est effondré. Nous sommes à Saint-Mariès. J'ai conduit comme un fou. Quand je suis arrivé à l'hôpital, papa était branché à des moniteurs, l'air pâle et petit. C'était une crise cardiaque mineure, a dit le médecin, induite par le stress. Sa tension artérielle crevait le plafond. Pendant qu'il dormait, maman m'a tiré dans le couloir. Elle avait l'air d'avoir pris 10 ans de plus que la semaine précédente. Mason, a-t-elle chuchoté, les mains tremblantes. Nous avons des ennuis. Je sais, maman. Son cœur. Non, m'interrompit-elle. Pas seulement son cœur. La maison. Nous perdons la maison. Mon estomac s'est noué. De quoi tu parles? Elle l'a expliqué par phrases hachées. La retraite de papa, de mauvais investissement. Il avait refinancé la maison 3 fois pour payer les frais de scolarité de Caleb que Caleb avait abandonné et pour financer une affaire sur qui a fait faillite. Il n'avait pas payé l'hypothèque depuis 9 mois. La banque avait envoyé l'avis de saisie. La vente aux enchères est la semaine prochaine, pleurait maman. S'il la prend, s'il perd la maison, le médecin a dit qu'un autre choc pourrait le tuer. Il se définit par cette maison, Mason. C'est tout ce qui lui reste. J'ai regardé mon père à travers la porte vitrée. C'était un homme difficile. Têtu et fier. Mais c'était mon père. Je me souvenais qu'il m'avait appris à faire du vélo dans cette allée. Je me souvenais des matins de Noël dans ce salon. Combien, ai-je demandé. La banque veut le solde total ou ils la vendent. Je suis allé voir un avocat le lendemain. J'ai liquidé tout mon plan d'épargne retraite. J'ai vidé mon compte d'épargne, mon fonds pour mes études de master, mon fonds pour ma propre future maison. J'ai contracté un prêt privé à taux élevés parce que je n'étais pas éligible pour un prêt hypothécaire traditionnel aussi rapidement. J'ai acheté la maison. Je les ai sauvés. Mais c'est là que j'ai commis l'erreur qui allait me hanter pendant une demi-décennie. Nous étions assis dans le bureau de l'avocat pour signer les derniers papiers. Ma mère était là, mais papa se remettait encore à la maison. Il ne doit pas savoir, a dit maman en me serrant le bras. Mason, promets-moi. S'il sait que son fils l'a renfloué. S'il sait qu'il vit dans ta maison, cela le détruira. Sa fierté est trop fragile en ce moment. Alors, nous avons ourdi un mensonge. Un mensonge terrible et nécessaire. Nous avons dit à papa que la banque avait élaboré un plan de restructuration. Je retournerai vivre au sous-sol et paierai un loyer. Ce loyer égalerait magiquement le montant exact de la nouvelle mensualité hypothécaire que je versais à mon propre prêteur. Papa y a cru. Ou peut-être voulait-il y croire parce que la vérité était trop douloureuse. Bien, avait-il dit, assis dans son fauteuil, l'air faible mais soulagé. Il était temps que tu prennes tes responsabilités et que tu contribues à cette famille, Mason. Tu t'es concentré sur toi-même depuis trop longtemps. C'était la première piqûre. Je venais de sacrifier mon avenir financier pour lui, et il présentait cela comme si je prenais enfin mes responsabilités.
J'ai emménagé au sous-sol. J'ai réparé les fuites. J'ai mis aux normes le tableau électrique quand il a sauté. J'ai payé les impôts fonciers. J'ai payé l'assurance. Tout sortait de mon compte. Mais pour papa, je n'étais qu'un locataire, un pensionnaire. Et lentement, au fil des années, la dynamique a changé. Parce qu'ils ne voyaient pas le sacrifice, ils ont cessé de respecter la personne qui le faisait. Pour eux, je n'étais pas le propriétaire. J'étais l'enfant qui n'avait jamais quitté la maison. J'étais le raté qui s'était lancé et était revenu ramper vers le nid. Pendant ce temps, Caleb était la star. Même s'il leur empruntait constamment de l'argent, il était ambitieux. Il allait loin. Moi, j'étais juste là. Ce qui nous ramène au moment présent. Il y a 3 jours, assis dans ce sous-sol étouffant, j'ai fini mon code. J'ai poussé le déploiement. Puis je suis resté assis dans le silence, fixant l'acte de cession. Pourquoi je fais encore ça, me suis-je demandé. Le cœur de papa allait bien maintenant. Il était en assez bonne santé pour me crier dessus pendant 20 minutes d'affilée. Il était en assez bonne santé pour jouer au golf tous les samedis. J'ai verrouillé l'acte dans le tiroir et je suis monté pour le dîner de célébration. La salle à manger était décorée de serpentins bleus et roses. Maman avait cuisiné un rôti. Mon préféré en fait, mais elle ne l'avait pas fait pour moi. Elle l'avait fait pour Caleb. Jessica était là, rayonnante et un peu suffisante. Caleb était en bout de table. La place habituelle de papa, mais papa l'a laissé s'asseoir là ce soir. À l'avenir, papa a levé un verre de vin. À la continuation de la lignée Miller. À Caleb a gazouillé maman. J'ai levé mon verre silencieusement. Alors, a dit Caleb en découpant le rôti. Mason et moi avons parlé. Il va vider le sous-sol d'ici le week-end. Je me suis étouffé avec mon eau. Je n'ai jamais accepté ça. La table est devenue silencieuse. Papa a baissé son verre. Pardon? J'ai dit, je n'ai jamais accepté ça. Je l'ai répété, ma voix stable. Je travaille en bas. Je ne déménage pas dans le garage. Mason, a dit maman en utilisant sa voix d'avertissement. Ne fais pas de scène. Pas ce soir. C'est une occasion joyeuse. Je ne fais pas de scène, maman. J'énonce un fait. Je paie un loyer pour cet espace. J'ai un bail. Je n'avais pas réellement de bail écrit, mais l'accord verbal était implicite. Un bail? Papa a ri. Tu n'as pas de bail. Tu as ma générosité. Tu penses que ce montant dérisoire que tu paies couvre la valeur de vivre dans ce quartier? Les loyers ont doublé. Mason, je pourrais louer ce sous-sol pour $2000 par mois demain. Je paie l'hypothèque, les taxes et l'assurance, ce qui fait $2800 par mois, ai-je pensé. Tu n'as pas payé un centime. Alors loue-le, ai-je dit. Vois qui supportera la moisissure que j'ai traitée l'année dernière ou l'inondation quand il pleut. Espèce de petit ingrat. Papa a claqué sa main sur la table. Jessica a sursauté. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a accueilli quand tu n'avais nulle part où aller. J'avais un appartement, ai-je dit. J'avais une vie. Je suis revenu pour aider. Maman m'a donné un coup de pied sous la table, fort. Ses yeux étaient suppliants. Ne lui dis pas le secret. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Elle le protégeait. Toujours à le protéger. Et ce faisant, elle me jetait au loup. Écoute, a dit Caleb en se penchant en arrière, se curant les dents. C'est des maths simples, frérot. Jessica et le bébé ont besoin d'espace. Tu es un gars célibataire. Tu peux travailler n'importe où. Pourquoi dois-tu être si difficile? Va juste au garage. Ou, et, peut-être qu'il est temps que tu déménages. Oh, attends. Tu ne peux probablement pas te le permettre, c'est ça? Le marché de la tech s'effondre et tout ça. Il a fait un clin d'œil à Jessica. Elle a rigolé. Ce rire a brisé quelque chose dans ma poitrine. C'était le son de l'humiliation complète et absolue. Je me suis levé. Ma chaise a raclé bruyamment contre le sol. Je n'ai pas faim, ai-je dit. Assieds-toi, a aboyé papa. Nous célébrons ton frère. Je vais dans ma chambre, ai-je dit.
Si tu quittes cette table, a menacé papa, le visage devenant violet, ne t'attends pas à avoir du gâteau. C'était une menace tellement enfantine. C'était pathétique. Je suis parti. En descendant l'escalier, j'ai entendu Caleb dire, « T'inquiète pas, papa. Je vais le gérer. Je commencerai à déménager ses affaires demain pendant qu'il est à sa pause gym. Il n'aura pas le choix. » Je me suis arrêté dans l'escalier. Ma main a serré la rampe si fort que le bois a craqué. Il va déplacer mes affaires. Mon équipement. Mes serveurs. Mon gagne-pain. Des dizaines de milliers de dollars d'électronique sensible. Je suis allé dans mon sous-sol. Je n'ai pas rallumé la clim. Je me suis assis dans le noir. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas fait défiler Instagram. Je n'ai pas vérifié mes emails. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à W. Wyatt. Wyatt était un investisseur immobilier que j'avais rencontré il y a 6 mois lors d'un événement de réseautage. C'était un requin. Il achetait des propriétés en difficulté, les rénovait pour les revendre ou les démolissait pour construire des condos. Il m'avait envoyé une lettre il y a quelque temps proposant d'acheter la maison en cash. Sans visite, parce que le terrain était zoné pour des unités multifamiliales. Je lui avais dit non à l'époque. C'est ma maison familiale, avais-je dit. J'ai regardé son numéro. Puis j'ai regardé le plafond, écoutant les rires étouffés des gens qui me méprisaient. Je ne l'ai pas encore appelé. J'avais besoin d'un signe de plus, une preuve finale qu'il n'y avait rien à sauver. J'ai eu ce signe le lendemain matin même. Le lendemain matin, mercredi, j'ai dû aller au bureau pour un examen trimestriel. C'était rare que je conduise en ville, mais mon patron, Monsieur Sterling, l'avait demandé. Mason, a dit Monsieur Sterling en me serrant la main de l'autre côté de son bureau en acajou. Ta performance cette année a été stellaire. Tu as sauvé le déploiement hier. Il a fait glisser un morceau de papier sur le bureau. Nous te promouvons au poste d'architecte principal. Cela vient avec une augmentation de 20% et des stocks options. J'ai fixé le papier. C'était un saut énorme. C'était le genre d'argent qui change une vie. C'était une validation. Merci, monsieur, ai-je dit. Je ne vous décevrai pas. J'ai conduit chez moi en ressentant un rare sentiment de légèreté. Peut-être, juste peut-être, que je pourrais utiliser ça. J'étais encore en train de négocier. J'espérais encore de l'amour. Je me suis garé dans l'allée à 16h30. La première chose que j'ai remarquée, c'est que la porte du garage était ouverte. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'était le tas sur la pelouse avant. Mon cœur s'est arrêté. On aurait dit un tas d'ordures, un enchevêtrement de fils noirs, de métal argenté et de verre brisé. Je me suis garé de travers et j'ai couru. Gisant dans l'herbe, cuisant sous le soleil direct de l'Arizona, se trouvait mon rack de serveur. Mes 3 écrans incurvés étaient face contre terre. L'un était fissuré au milieu. Ma tour PC construite sur mesure ou une machine que j'avais passé 3 mois et $5000 à construire était sur le côté. Le panneau de verre brisé là où il avait heurté une tête d'arrosage. Non, ai-je chuchoté. Non, non, non. Je suis tombé à genoux. J'ai touché le boîtier métallique du PC. Il était brûlant. Les composants internes, le GPU, la carte mère, étaient probablement frits par l'exposition à la chaleur et l'impact. Ce n'était pas juste des objets. C'était mon travail. C'était mon outil. C'était ma propriété. Oh, tu es rentré? J'ai levé les yeux. Caleb se tenait sur le porche, tenant une bière. Il avait l'air décontracté, détendu. Qu'est-ce que tu as fait? Ai-je demandé. Ma voix était si basse que je l'ai à peine entendue moi-même. Je te l'ai dit, frérot, il a haussé les épaules. On a besoin de la pièce. Tu n'allais pas assez vite, alors je t'ai aidé. Papa a dit que c'était bon. Tu as jeté mon équipement sur la pelouse par 40 degrés. C'est bon. Il a agité la main. C'est juste des trucs d'ordi. D'ailleurs, vu cette ferraille, tu avais besoin d'une mise à jour de toute façon. Peut-être que maintenant tu trouveras un vrai travail. Je me suis levé. La rage qui me remplissait n'était pas chaude. Elle était froide. C'était le zéro absolu.
C'était le genre de calme qui précède un meurtre. Où est papa, ai-je demandé. À l'intérieur devant le match. Je suis passé devant Caleb. Il a essayé de me taper sur l'épaule. Sois pas fâché, Maz. Tu me remercieras plus tard. Le garage va être une super garçonnière pour toi. Je l'ai bousculé. Je suis entré dans le salon. Robert était dans son fauteuil. Maman était dans la cuisine. Vous l'avez laissé faire, ai-je dit. Papa n'a pas quitté la télé des yeux. Ton frère avait besoin d'aide. Tu n'étais pas là. Nous avons pris une décision exécutive. Cet équipement coûtait 15 000 $, ai-je dit. Papa a renâclé. Ne mens pas, Mason. Tu n'as pas ce genre d'argent. Et même si c'était le cas, est intervenue maman depuis la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon, la famille passe avant tout. Le bébé a besoin d'une chambre. On ne peut pas mettre un prix sur la famille, Mason. Vous avez détruit ma propriété, ai-je dit, ma voix s'élevant. C'est du vandalisme criminel. Papa m'a finalement regardé, ses yeux étaient durs. Criminel? Dans ma maison? Tu veux parler de règles? Voici une règle. Tant que tu vis sous mon toit, tu fais ce que je dis. Si je dis que tes ordures vont sur la pelouse, elles vont sur la pelouse. Si tu n'aimes pas ça, dégage. Il s'est retourné vers la télé. Maintenant bouge ta voiture. Tu bloques l'allée et Caleb a des amis qui viennent. Je suis resté là pendant 1 minute entière. J'ai regardé l'arrière de sa tête. J'ai regardé ma mère qui évitait mon regard et retournait couper des carottes. L'espoir est mort. Le marchandage est mort. Le fils est mort. Le propriétaire est né. D'accord, ai-je dit. Je me suis retourné et je suis sorti par la porte d'entrée. Où tu vas, a appelé Caleb depuis le porche. Tu dois bouger ces ordures avant que l'association de quartier ne se plaigne. Je l'ai ignoré. Je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé et j'ai conduit 2 pâtés de maison plus loin jusqu'à un parking derrière un centre commercial. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone. Premier appel, Nathan. C'était mon meilleur ami depuis l'université et, comme par hasard, avocat immobilier. Mason, a répondu Nathan. Quoi de neuf? Comment se passe le nouveau poste? Ils ont détruit mon serveur, ai-je dit. Et ils m'ont mis à la porte. Quoi? Qui? Ma famille. Nathan, j'en ai fini. Je veux exécuter l'option nucléaire. Nathan est resté silencieux 1 seconde. Il connaissait l'acte de propriété. Il connaissait la situation. Il me suppliait de les expulser depuis des années. Tu es sûr, a demandé Nathan. Une fois qu'on appuie sur la gâchette, il n'y a pas de retour en arrière. C'est la politique de la terre brûlée. Terre brûlée, ai-je répété. Je veux qu'ils partent aujourd'hui. D'accord. La voix de Nathan est passée en mode avocat. Tu as l'acte. Oui. Tu as le pouvoir. Quid de l'avis d'expulsion? En Arizona, tu dois donner 30 jours. Pas si tu vends, a dit Nathan. Si tu vends la propriété, le nouveau propriétaire a des droits différents, surtout s'il n'y a pas de bail écrit. Mais plus important encore, si tu vends à quelqu'un qui se spécialise dans le cash contre clé ou les vacances rapides, ce n'est plus ton problème. Je connais exactement le type, ai-je dit. Deuxième appel, Wyatt. Il a répondu à la 2e sonnerie. Mason, à quoi dois-je cet honneur? Enfin prêt à parler chiffres? Je suis prêt à vendre, ai-je dit. Aujourd'hui. Tout de suite. Waouh. Wyatt a ri. Problème au paradis? Je veux sortir, mais il y a un hic. La maison est occupée. Mes parents et mon frère sont là. Ils ne savent pas que je suis propriétaire. Ils pensent qu'ils sont propriétaires. Wyatt a sifflé. C'est le bordel. J'aime le bordel. Le bordel signifie généralement une réduction. Je me fiche du prix, ai-je dit. Je me soucie de la vitesse. Peux-tu conclure aujourd'hui pour une transaction en espèces? Je peux avoir un chèque de banque en 1 heure. Mais si je prends en charge des squatteurs ce qu'ils sont s'ils n'ont pas de bail et que tu vends, je déduis les frais d'expulsion. D'accord, ai-je dit.
Retrouve-moi au Starbucks sur la 4e et main dans 45 minutes. Apporte les papiers. Vendu. J'ai raccroché. Je me suis assis dans la voiture et j'ai respiré. J'avais l'impression de flotter. La peur avait disparu. La culpabilité avait disparu. Je suis retourné à la maison. Je devais récupérer l'acte, mon passeport et mon chien, Buster. Quand je me suis garé, Caleb donnait des coups de pied dans mon écran brisé. Il a ri quand il m'a vu revenir si tôt, prêt à s'excuser auprès de papa. Je suis passé devant lui. Bouge, ai-je dit. Je suis entré dans la maison. Papa était toujours dans le fauteuil. J'espère que tu es là pour t'excuser, a dit papa. Je suis là pour faire mes valises, ai-je dit. Bien, a-t-il crié. Fais tes valises. On verra jusqu'où tu iras sans nous. Je suis descendu. J'ai pris l'acte. J'ai pris mon certificat de naissance, mon passeport et les disques durs que j'avais heureusement gardés dans un coffre unifugé, pas dans le PC. J'ai préparé une valise de vêtements. Je suis remonté. J'ai sifflé Buster. Mon golden retriever de 4 ans. Il est arrivé en trottinant de la cuisine. Où emmènes-tu le chien, a demandé maman, l'air alarmé. Caleb adore ce chien. C'est mon chien, maman. Je paie les factures du vétérinaire. J'achète la nourriture. Il est pucé à mon nom. Tu ne peux pas le prendre, a crié Caleb, arrivant dans le couloir. Jessica veut un chien pour que le bébé grandisse avec. Achète ton propre chien, ai-je dit en attachant la laisse à Buster. J'ai traîné ma valise vers la porte. C'était le moment de vérité. Papa s'est levé. Il a bloqué l'embrasure de la porte. C'était un grand homme, mais il avait l'air plus vieux maintenant. Si tu franchis cette porte avec ce sac, a dit papa, pointant un doigt vers mon visage, ne t'avise pas de revenir en rampant quand tu échoueras. Tu es mort pour moi. Tu m'entends? Je te renie. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme que j'avais sauvé. L'homme pour qui je m'étais ruiné. Tu me renies, ai-je demandé calmement. Tu as tout à fait raison. Sors de ma maison. Ta maison, ai-je demandé. Sors, a-t-il hurlé, son visage prenant cette dangereuse teinte rouge. Pars et ne reviens jamais. J'ai regardé maman. Elle n'a rien dit. Elle a baissé les yeux. J'ai regardé Caleb. Il souriait. J'ai hoché la tête calmement. D'accord, ai-je dit. Au revoir, Robert. Au revoir, Linda. Je ne les ai pas appelés maman et papa. Je suis sorti par la porte. Et emporte tes ordures avec toi, a crié Caleb en donnant un coup de pied dans un morceau de mon ordinateur. J'ai mis Buster sur le siège passager. J'ai mis ma valise à l'arrière. J'ai regardé la maison une dernière fois. C'était une belle maison. J'avais mis un nouveau toit l'année dernière. C'est un bel actif, me suis-je corrigé. Liquidable. Je suis parti. Je n'ai pas pleuré. J'ai allumé la radio. J'avais un rendez-vous à honorer. Et mes parents allaient passer un après-midi très surprenant. Le trajet jusqu'au Starbucks a pris 10 minutes. Mais dans ma tête, je voyageais à des années-lumière de la personne que j'étais avant. L'ancien maçon aurait fait demi-tour. Il se serait excusé. Il aurait traîné son ordinateur cassé dans le garage et dormi sur un lit de camp juste pour maintenir la paix. Il aurait accepté les abus parce qu'il pensait que c'était le prix de l'appartenance. Mais l'ancien maçon n'avait pas un tas de ferraille de 5000 $ sur la pelouse, et il n'avait pas une lettre de promotion dans sa poche prouvant sa valeur au monde extérieur. Je suis arrivé au café. Wyatt était déjà là, assis à une table dans un coin. Il dénotait parmi les étudiants et les télétravailleurs. Il portait un costume bleu marine élégant, une Rolex au poignet et une vraie, contrairement aux imitations de Caleb. Et il avait une mallette en cuir ouverte sur la table. Il m'a repéré et a souri. C'était un sourire de prédateur, le sourire d'un loup voyant un cerf blessé. Mais pour le moment, j'avais besoin d'un loup. Maçon. Il s'est levé et m'a serré la main. Sa poigne était de fer. Tu as l'air d'un homme en mission. Je le suis. Je me suis assis. Tu as les papiers? Juste ici.
Il a fait glisser une pile de documents sur la table. Contrat d'achat standard. État est tel quel. Transaction en espèces. La clôture sous 14 jours est standard. Mais, il a fait une pause en regardant mon visage, tu as dit aujourd'hui. Je veux que le titre soit transféré aujourd'hui, ou aussi près d'aujourd'hui que légalement possible. Je veux te remettre les clés, prendre le chèque et en avoir fini. Wyatt a tapoté son stylo sur la table. D'accord, voici comment on fait. On signe un acte de renonciation, quitte Clindide. Tu transfères la propriété à ma LLC immédiatement. Je te donne le chèque. Ma société de titres l'enregistre demain à la première heure. Mais effectivement, au moment où tu signes et fais notarier, c'est à moi. Et les occupants, ai-je demandé. Le sourire de Wyatt s'est élargi. J'ai une clause pour ça. Le vendeur transfère la possession avec des occupants non autorisés, ce qui signifie qu'ils sont mon problème. Et laisse-moi te dire, Mason, j'ai une équipe juridique très agressive. Je ne fais pas d'avis de 30 jours pour des squatteurs qui détruisent la propriété. Je procède à une expulsion immédiate pour dommages criminels et risques de sécurité. Il a pointé une clause. La maison est-elle endommagée, a-t-il demandé, une lueur de connivence dans l'œil. J'ai pensé au rack de serveurs sur la pelouse. Il y a des dommages significatifs aux biens personnels du propriétaire sur les lieux, ai-je dit légalement. Parfait, a dit Wyatt. C'est un motif d'expulsion. Il a sorti un carnet de chèques. Nous nous étions mis d'accord sur 450 000 $ précédemment, a dit Wyatt. La valeur marchande est de 500 000, mais avec la situation des squatteurs et la clôture rapide. 400, ai-je dit. Je veux juste qu'elle parte. Wyatt a cligné des yeux. Il s'attendait clairement à ce que je négocie à la hausse, pas à la baisse. Pour 400, a-t-il demandé. Tu laisses 100 000 $ sur la table. Je paie 100 000 $ pour ma liberté, les jeux corrigés. Et pour que tu gères la confrontation. Je ne veux pas leur parler. Je ne veux pas les voir. Vendu. Wyatt a écrit le chèque si vite que j'ai cru que le stylo allait déchirer le papier. Pour 400 000 $. Il m'a tendu le chèque. Je l'ai fixé. C'était plus d'argent que mes parents n'en avaient jamais vu au même endroit. C'était mon remboursement pour le fonds universitaire, les paiements hypothécaires, les réparations, le traumatisme émotionnel. C'était mon indemnité de départ de la famille Miller. Il nous faut un notaire, ai-je dit. Mon assistante est dans la voiture, a dit Wyatt. Elle est notaire. 5 minutes plus tard, c'était fait. Le tampon s'est pressé sur le papier. Boum. Ce son était plus fort que les cris de mon père. C'était le son d'un marteau de juge. J'ai tendu les clés à Wyatt. La clé de la porte d'entrée, la clé du garage, la clé de la boîte aux lettres. Ils sont à la maison en ce moment, ai-je dit. Mon père, Robert, ma mère, Linda, mon frère, Caleb, et sa petite amie. Savent-ils que j'arrive, a demandé Wyatt en empochant les clés. Non, ai-je dit. Ils pensent que je suis juste parti pour me calmer. Ils pensent qu'ils ont gagné. Wyatt a regardé sa montre. Il est 17h15. Je peux y être pour 17h45. J'emmènerai mon équipe de sécurité. Nous documentons généralement la visite initiale pour des raisons d'assurance. Équipe de sécurité? 2 gros bras, ex-militaires. Juste au cas où les choses s'échaufferaient. Je trouve que les gens sont plus polis quand il y a des témoins avec des caméras corporelles. Je me suis levé. Wyatt, une chose. Ouais. Mon père. Il a une condition cardiaque. Ne le tue pas, fais-le juste sortir. Wyatt a hoché la tête, son expression devenant sérieuse un instant. Nous suivons la loi, Mason. Nous sommes professionnels, mais nous sommes fermes. Ce n'est plus leur maison. C'est la mienne. J'ai serré sa main. Elle est toute à toi. Je suis sorti du Starbucks. J'avais un chèque de 400 000 $ dans ma poche. J'avais mon chien dans la voiture. J'avais une valise de vêtements. J'étais sans abri. J'étais orphelin, effectivement. Et je ne m'étais jamais senti aussi bien. Je suis monté dans ma voiture.
J'aurais dû conduire jusqu'à un hôtel. J'aurais dû conduire jusqu'à l'aéroport, mais je n'ai pas pu résister. J'ai conduit jusqu'au parc au bout de Maple Street. Il y avait une colline là-bas qui surplombait le quartier. On pouvait voir l'allée du numéro 42. Je me suis garé. J'ai baissé les vitres. J'ai attendu. J'avais besoin de voir la fin du film. De mon point d'observation sur la colline, j'ai regardé le soleil commencer à descendre plus bas dans le ciel de l'Arizona. Les vagues de chaleur miroitaient encore sur l'asphalte. À 17h42, une Range Rover noire a tourné sur Maple Street. Derrière elle se trouvait une camionnette blanche avec Titan Property Management empochoirisé sur le côté. Wyatt ne plaisantait pas. J'ai sorti mon téléphone. J'avais une application de caméra de sécurité liée à la sonnette et à la caméra du salon, que j'avais installée pour surveiller Buster quand je travaillais. J'ai réalisé avec un sursaut que je n'avais pas encore transféré l'accès numérique à Wyatt. J'ai ouvert l'application. Connexion. Le flux vidéo est apparu. À l'intérieur du salon, l'ambiance était à la fête. Papa versait du champagne, probablement une bouteille que j'avais achetée pour le nouvel an. Maman riait, tenant un body pour bébé que Jessica avait apporté. Caleb était penché en arrière dans le fauteuil inclinable de mon père, le trône dont il venait d'hériter. À la nouvelle chambre de bébé, apporter un toast Caleb. Et à avoir enfin un peu de paix et de tranquillité sans le fantôme lugubre en bas. Il reviendra, a grogné papa en prenant une gorgée. Il revient toujours. Il n'a nulle part ailleurs où aller. Mais quand il le fera, il dormira dans le garage. J'ai fini de le dorloter. On devrait changer les serrures avant qu'il revienne, a suggéré Caleb. Juste pour lui apprendre une leçon. J'ai regardé sur le petit écran. Un sourire froid a touché mes lèvres. Oh, les serrures vont être changées, Caleb. Juste pas par toi. Sur l'écran, la sonnette a retenti. Ding dong. Tout le monde s'est figé. C'est lui, a demandé maman nerveusement. A-t-il oublié sa clé? Je m'en occupe, a dit Caleb en gonflant le torse. Je vais lui dire qu'il dort dans la voiture ce soir. Caleb a marché vers la porte. J'ai basculé la vue de la caméra sur la caméra de la sonnette. Caleb a ouvert la porte agressivement. Écoute, Mason, papa a dit. Il s'est arrêté. Debout sur le porche, ce n'était pas Mason. C'était Wyatt, impeccable dans son costume, flanqué de deux hommes qui avaient l'air de manger du béton au petit déjeuner. Puis-je vous aider, a demandé Caleb, sa voix descendant d'une octave. Je cherche les occupants de la propriété, a dit Wyatt doucement. Êtes-vous locataire? Locataire? Non, j'habite ici. Qui êtes-vous? Je m'appelle Wyatt Sterling. Je suis le propriétaire de cette maison. Caleb a ri. C'était un rire nerveux, confus. Quoi? Non, vous vous trompez de maison, mon pote. Mon père possède cette maison. Votre père est-il là? A demandé Wyatt en s'avançant. Les deux gardes de sécurité ont avancé avec lui. Papa, a hurlé Caleb en reculant. Il y a un type ici qui dit qu'il possède la maison. Robert est apparu dans le couloir, l'air agacé. C'est quoi ça? Qui êtes-vous? Monsieur Miller, a demandé Wyatt. Oui. Qui êtes-vous et pourquoi bloquez-vous ma porte? Monsieur Miller, je m'appelle Wyatt. J'ai acheté cette propriété cet après-midi. J'ai l'acte juste ici. Wyatt a tenu le document. J'ai bien peur de devoir inspecter les lieux et sécuriser la propriété. Comme il n'y a aucun bail enregistré, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Papa l'a fixé. Son visage est passé du rouge au blanc puis au violet. Acheté, a bafouillé papa. À qui? Je n'ai rien vendu. Au propriétaire, a dit Wyatt. Mason Miller. Le silence qui a suivi était absolu. Il était lourd. C'était le son d'une réalité qui s'effondre. Mason, a chuchoté maman depuis le fond de la pièce. Mais Mason ne possède pas la maison. En fait, madame, a dit Wyatt en sortant une copie du dossier de vente par saisie d'il y a 5 ans. Mason Miller détient le titre depuis le 14 août 2021. Il l'a acheté à la First National Bank pour empêcher une vente aux enchères par saisie.
Il est le seul propriétaire depuis 5 ans. Papa a reculé en titubant. Il a attrapé le cadre de la porte pour se soutenir. C'est un mensonge, a sifflé papa. Il paie un loyer. C'est un locataire. Il était votre propriétaire, a corrigé Wyatt. Un très généreux, semble-t-il. Mais il me l'a vendu, et je ne suis pas généreux. Wyatt a fait signe à ses hommes. Messieurs, veuillez entrer et sécuriser le périmètre. Vérifiez les dommages. Vous ne pouvez pas entrer ici, a crié papa, retrouvant sa voix. C'est une violation de domicile. J'appelle la police. Je vous en prie, a souri Wyatt. En fait, j'insiste. Cela rendra le rapport d'expulsion beaucoup plus facile. Wyatt est passé juste devant papa pour entrer dans le salon. J'ai regardé sur mon téléphone alors que Wyatt regardait autour de lui avec un rictus. Il a regardé le champagne sur la table. Il a regardé les vêtements de bébé. Jolie fête, a dit Wyatt. Emballez tout. Vous avez. Il a regardé sa montre. Eh bien, légalement, je peux vous donner 24 heures pour un accord cash contre clé et si vous partez tranquillement. Si vous me combattez, je ferai venir le shérif pour jeter vos affaires sur le trottoir dans 1 heure pour intrusion criminelle. Intrusion, a crié Caleb. On vit ici depuis 20 ans. Pas en tant que propriétaire, a dit Wyatt, froid comme la glace. Et puisque Mason a vendu la propriété vacante, vous êtes techniquement des intrus. Papa fouillait dans son téléphone, ses mains tremblant tellement qu'il l'a fait tomber. J'appelle le 911, a hurlé papa. Sortez de ma maison. J'étais assis dans ma voiture sur la colline, regardant le drame se dérouler sur le petit écran. C'était le chaos. C'était une tragédie. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais mon père vraiment impuissant. Il ne se battait plus contre moi. Il se battait contre la réalité froide et dure de la loi. Et la loi se fichait de sa fierté. Les 45 minutes suivantes ont été un flou d'activité sur l'écran de mon téléphone. Papa a effectivement appelé la police. C'était son erreur fatale. Il pensait que la police était là pour le protéger, lui, l'homme de la maison, des intrus. Il ne comprenait pas qu'aux yeux de la loi, c'était lui l'intrus. Pendant qu'ils attendaient la police, l'équipe de sécurité de Wyatt a commencé à sécuriser les actifs. Cela signifiait qu'il parcourait la maison en prenant des photos de tout. Un garde est allé dans la cuisine. Madame, veuillez vous éloigner du réfrigérateur. C'est un équipement fixe de la maison. C'est mon frigo, a pleuré maman. En fait, a interjeté Wyatt en tapotant un presse-papier. Le contrat d'achat inclut tous les appareils électroménagers. Mason les a listés. Frigo, cuisinière, lave-linge, sèche-linge. Il reste. Il a vendu nos appareils, a crié Caleb. Ce voleur. Ces appareils, a corrigé Wyatt. Les reçus montrent qu'il les a achetés en 2022 et 2023. C'était vrai. Les anciens avaient rendu l'âme. Je les avais remplacés. Papa s'était attribué le mérite de l'avoir organisé, mais j'avais payé. Puis la police est arrivée. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées. J'ai regardé depuis la colline les officiers remonter l'allée, passant devant le tas de pièces cassées de mon ordinateur. À l'intérieur, papa les a accueillis à la porte avec un air triomphant. Officier. Dieu merci. Ces hommes sont entrés par effraction chez moi. Arrêtez-les. L'agent Ramirez, je l'ai reconnu, il patrouillait souvent dans le quartier, a regardé Wyatt. Monsieur, que se passe-t-il ici? Wyatt a calmement remis le dossier. Officier, je suis le propriétaire de cette propriété. Voici l'acte de renonciation notarié signé aujourd'hui. Voici l'acte de cession original prouvant que le vendeur, Mason Miller, était le propriétaire. Ces gens sont des occupants non autorisés qui ont causé des dommages matériels importants. Wyatt a pointé la fenêtre. Vous pouvez voir l'électronique détruite sur la pelouse. C'était la propriété de l'ancien propriétaire. Il m'a vendu la maison parce qu'il craignait pour sa sécurité. L'agent Ramirez a regardé les papiers. Il a regardé papa. Monsieur Miller, a demandé l'officier. Papa, est-ce que votre nom est sur l'acte? Eh bien, non, mais c'était ma maison. Mon fils, il m'a arnaqué.
Il a dû forger ça. Nous pouvons vérifier cela au poste, a dit l'officier. Mais pour l'instant, cet acte semble légal. Monsieur, si vous ne possédez pas la maison et que le propriétaire veut que vous partiez. J'ai des droits, a crié papa. Droit de squatter. Vous devez me donner 30 jours. Wyatt est intervenu. Officier, ils ont détruit 15 000 $ d'électronique cet après-midi. C'est un délit de dommages criminels. Je veux qu'il soit expulsé en tant que menace pour la propriété. L'officier a regardé le tas sur la pelouse. Il a regardé papa. Avez-vous jeté cet équipement dehors, monsieur? C'était des ordures, a argumenté papa. C'était sur mon chemin. C'était la propriété du propriétaire, a dit l'officier sévèrement. Monsieur, c'est une affaire civile concernant l'expulsion, mais les dommages matériels sont criminels. Si le propriétaire veut que vous partiez et que vous détruisez des choses, je peux vous faire sortir tout de suite pour éviter d'autres dommages. Papa a eu l'air de se dégonfler. Il a regardé maman. Elle sanglotait sur le canapé. Vous ne pouvez pas faire ça, a chuchoté papa. Où allons-nous aller? Wyatt s'est avancé. Ce n'était pas un monstre, juste un homme d'affaires. Je vais vous donner 2 heures, a dit Wyatt. Prenez vos vêtements. Prenez vos objets personnels. Laissez les meubles et les appareils. Si vous êtes parti dans 2 heures, je ne porterai pas plainte pour les dommages à l'ordinateur. Si vous n'êtes pas parti. Il a laissé la menace planer. L'officier a hoché la tête. Cela semble généreux, monsieur. Monsieur Miller, je vous suggère de commencer à faire vos valises. J'ai vu papa s'effondrer dans le fauteuil. Il avait l'air brisé. L'illusion avait disparu. Le mensonge qu'il s'était raconté pendant 5 ans, qu'il était le roi de son château, s'était évaporé. Il n'était qu'un homme qui avait mordu la main qui le nourrissait, et maintenant il mourait de faim. J'ai éteint le flux de la caméra. Je n'avais pas besoin de les voir faire leurs valises. J'ai mis la voiture en marche. Le soleil se couchait, peignant le ciel de violet et d'orange brillant. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Caleb, « Caleb, tu as tout gâché. Maman n'arrête pas de pleurer. Comment as-tu pu faire ça? Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Puis un SMS de papa, « Papa, tu n'es pas mon fils. » J'ai regardé le message. J'ai tapé une réponse, mon pouce planant au-dessus du bouton envoyé, je sais. Un fils serait resté au sous-sol. Un propriétaire protège son investissement. Je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai supprimé. Ils ne méritaient pas mes mots. Ils avaient ma maison. C'était un héritage suffisant. Je me suis éloigné de Maple Street pour la dernière fois. J'avais 400 000 $, un chien fidèle et un avenir qui était entièrement le mien. En prenant l'autoroute vers un hôtel, j'ai réalisé quelque chose. Je ne m'éloignais pas seulement d'une maison. Je m'éloignais d'une version de moi-même que je n'aimais plus. Le paillasson, le banquier invisible. J'étais libre. Le silence d'une chambre d'hôtel est différent du silence d'une maison. C'est stérile, impersonnel. Ça sent le nettoyant industriel et les draps amidonnés. Pour la plupart des gens, cela semble solitaire. Mais en entrant dans la suite du Marriott ce soir-là, Buster trottinant nerveusement sur mes talons, ce silence ressemblait à une symphonie. J'ai fermé la lourde porte derrière moi. Le verrou a cliqué. Ce son, le bruit sourd mécanique et solide d'un verrou que je contrôlais, était la chose la plus douce que j'ai entendue depuis 5 ans. J'ai lâché ma valise. J'ai détaché Buster de sa laisse. Il a immédiatement sauté sur le lit king size, la queue remuant, me regardant comme pour demander « On a le droit d'être là-haut ?» Ouais, mon pote, ai-je chuchoté en le grattant derrière les oreilles. Tu peux aller où tu veux. Personne ne va te virer. Je me suis dirigé vers le thermostat. Il était réglé sur 22 degrés Celsius. Je l'ai baissé à 20 degrés Celsius juste parce que je le pouvais, juste parce que personne n'allait descendre l'escalier en trombe pour me crier dessus à propos de la facture d'électricité. J'ai commandé le service en chambre, un steak, une bouteille de vin rouge, un bol de poulet gourmet pour Buster. Je me suis assis près de la fenêtre au 10e étage regardant les lumières de la ville de Phoenix, et pour la première fois depuis une décennie, je n'avais pas de nœud à l'estomac. Mais le monde extérieur n'était pas encore prêt à me laisser partir.
Mon téléphone, que j'avais posé face contre terre sur le bureau, a commencé à vibrer. Ce n'était pas un SMS cette fois. C'était un appel. C'était tante Sarah. Tante Sarah était la sœur aînée de mon père. Elle était la matriarche de la famille, la gardienne des secrets et l'exécutrice de la doctrine la famille d'abord. Elle ne m'avait pas appelé pour mon anniversaire. Elle ne m'avait pas appelé quand j'avais obtenu mon diplôme universitaire. Elle n'appelait que quand le bateau tanguait. J'ai fixé l'écran. Refusé. Ça a sonné à nouveau immédiatement. Puis un SMS est apparu, tante Sarah, répond au téléphone, maçonne. Ta mère est hystérique. J'ai pris une gorgée de vin. Les tanins étaient secs et tranchants. J'ai décroché le téléphone. Bonjour, Sarah, ai-je dit. Pas le tante, juste Sarah. Maçonne. Sa voix était un cri perçant. As-tu perdu la tête? Je viens d'avoir Linda au téléphone. Elle ne peut même pas parler, elle pleure tellement. Elle dit que des voyous les ont jetés à la rue. Elle dit que tu as vendu la maison. Je l'ai fait, ai-je dit calmement. J'ai vendu ma propriété. Ta propriété? C'est la maison de ton père. Il a construit cette vie. Comment oses-tu leur tirer le tapis sous les pieds comme ça? As-tu une idée de l'humiliation que c'est? Les voisins regardent. Tous leurs meubles sont à l'intérieur. Ils sont assis sur le trottoir, maçonne. Sur le trottoir. Ils ont une voiture, ai-je dit. Ils peuvent aller à l'hôtel, tout comme je l'ai fait. Un hôtel? Avec quel argent, a claqué Sarah. Tu connais la situation de ton père. Il a un revenu fixe. Et Caleb? Caleb est un adulte, je l'ai coupé. Il a 25 ans. Il a une entreprise, rappelle-toi? Il a une petite amie enceinte. Sûrement qu'il peut subvenir aux besoins de sa famille. Tu es sans cœur, a-t-elle sifflé. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de froid chez toi. Tu les punis parce que tu es jaloux de ton frère. Parce qu'ils fondent une famille et que tu es seul. Je ne les punis pas, Sarah. Je les expulse. Il y a une différence. La punition implique que je me soucie assez d'eux pour leur apprendre une leçon. L'expulsion signifie juste que j'ai fini de payer pour leurs erreurs. Ils sont tes parents. Et j'étais leur propriétaire, ai-je dit, ma voix durcissant. Pendant 5 ans, j'ai payé chaque centime. Je les ai sauvés de la saisie. Et aujourd'hui, ils ont détruit mon bureau, détruit mon gagne-pain et m'ont dit de partir. Alors, je suis parti. Et j'ai emporté ma maison avec moi. Tu. Espèce d'ingrat. Si tu es si inquiète pour eux, Sarah, les jeux interrompus, pourquoi ne les héberges-tu pas? Tu as cette grande maison d'amis à Scottsdale. Va les chercher. Silence. Je savais exactement pourquoi. Sarah aimait l'idée de la famille, mais elle détestait la réalité de mon père. Elle savait qu'il était bruyant, exigeant et radin. Elle savait que Caleb était un pique-assiette. Ce n'est pas la question, a-t-elle bafouillé. Je n'ai pas la place en ce moment. J'ai le club de bridge qui vient ce week-end. Et au revoir, Sarah, ai-je dit. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Les singes volants. C'est comme ça que mon thérapeute les appelait. Les facilitateurs envoyés par le narcissique pour ramener la victime dans le rang. Mais ses ailes étaient coupées. J'ai fini mon steak, mais l'adrénaline courait encore en moi. Je devais savoir. Je devais savoir ce qui se passait sur Maple Street. Pas parce que je voulais les sauver, mais parce que j'avais besoin de vérifier que le cauchemar était vraiment terminé. J'ai appelé Madame Higgins. Madame Higgins était la capitaine de la surveillance du quartier. Elle avait 75 ans, vive comme l'éclair, et vivait directement en face de chez nous. Elle m'avait toujours bien aimé parce que j'étais le seul à l'aider à rentrer ses poubelles. Allô, sa voix était tremblante. Madame Higgins, c'est Mason. Oh, Mason, a-t-elle haleté. Oh, chérie, est-ce que tu vas bien? C'est une zone de guerre par ici. Je suis en sécurité, Madame Higgins. Je suis à l'hôtel. Dites-moi ce qui se passe. Eh bien, elle a baissé la voix en chuchotant. C'est le plus gros scandale que la rue ait vu depuis que le garçon Jones a conduit sa voiture dans la piscine en 98.
Ces grands hommes de sécurité. Ils ne plaisantaient pas, Mason. Ils ont donné 2 heures à ton père. Sont-ils partis? Finalement. Mais pas tranquillement. Ton père. Oh, c'était dur à regarder, Mason. Il criait après la police. Il n'arrêtait pas de crier qu'il allait poursuivre tout le monde. Il a essayé d'arracher le panneau à vendre que le nouveau propriétaire a mis, mais il a trébuché et est tombé. J'ai fermé les yeux. Je pouvais le voir. La rage désordonnée d'un homme qui avait perdu le contrôle. Et votre mère? Elle était juste assise sur l'une de ses valises, pleurant dans ses mains. La petite amie, la jeune, elle a appelé un Uber il y a environ 20 minutes. Elle est partie, Mason. Elle a pris ses sacs et a juste laissé Caleb planté là. J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Jessica avait tenu exactement 1 heure après que l'argent se soit tari. Et Caleb? Il essaie de faire rentrer un fauteuil inclinable à l'arrière de la berline de ton père. Ça ne va pas rentrer, chérie. Il crie après ton père. Ils se blâment l'un l'autre. Tout le quartier est sur son porche. La police est juste là, les bras croisés, attendant qu'il dégage l'allée. Ont-ils pris le chien, ai-je demandé, une panique soudaine me saisissant, même si Buster était juste à côté de moi. Non, chérie, tu as pris le chien. Tu te souviens? Je t'ai vu partir. Oh, Mason, le nouveau propriétaire, cet homme en costume, il a dit à la police de dire à ton père que s'ils ne sont pas hors de la propriété à 20 heures, tout ce qui reste sur le trottoir part à la décharge. J'ai vérifié ma montre. Il est 19h50. Il fourre des vêtements dans des sacs poubelles maintenant, a dit Madame Higgins. C'est triste, Mason. Je sais qu'ils t'ont maltraité. On a tous entendu les cris. On a tous vu comment tu vivais dans ce sous-sol. Mais les voir comme ça. Je sais, ai-je dit doucement. C'est triste. Mais ils se sont fait ça à eux-mêmes, Madame Higgins. Je ne pouvais plus les sauver. Je sais, mon cher. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas pour le courrier, je récupérerai tout ce qui arrive pour toi. Merci, Madame Higgins. J'ai raccroché. Jessica était partie. La famille se retournait l'un contre l'autre. Les voisins étaient témoins de l'effondrement de la façade Miller. Je me suis allongé sur le lit. J'aurais dû me sentir coupable. C'est comme ça que j'étais programmé. J'ai été élevé pour être l'amortisseur, celui qui encaissait les coups pour que la voiture familiale puisse rouler en douceur. Mais l'amortisseur était cassé. Et pour la première fois, j'ai réalisé que les bosses sur la route n'étaient pas de ma faute. J'ai dormi pendant 12 heures. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification de mon application bancaire. Dépôt reçu, 400 000 $. Source, Titan Property Management LLC. J'ai fixé le nombre. C'était réel. Je n'étais pas seulement libre émotionnellement. J'étais liquide. J'ai pris une douche, mis une chemise propre que j'avais emballée et je suis descendu dans le hall de l'hôtel. J'avais besoin de café. Du vrai café, pas le truc en dosette dans la chambre. Alors que j'étais assis dans le hall, ouvrant mon ordinateur portable pour commencer à chercher un endroit permanent où vivre, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un email de mon père. Sujet, tu nous as tués. Mon doigt a plané au-dessus du bouton supprimer, mais la curiosité morbide l'a emporté. Je l'ai ouvert. Mason, je t'écris ceci depuis un motel 6 près de l'autoroute. C'est infesté de cafards. Ta mère n'a pas arrêté de pleurer toute la nuit. Caleb dort dans la baignoire parce qu'il n'y a que 2 lits. Jessica l'a quitté. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec un perdant qui mentait sur ses avoirs. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit la famille de ton frère avant même qu'elle ne commence. Tu as humilié ton père après une vie de dur labeur. Nous n'avons rien. Les meubles sont partis. Les photos sont parties. Wyatt a verrouillé les portes à 20h01. Tu penses que tu es intelligent? Tu penses que tu as gagné? Tu pourriras pour ça. Tu as volé ma maison. Tu m'as piégé. Je vais trouver un avocat. Je vais te poursuivre pour tout ce que tu as. Ne pense pas que c'est fini. Ne nous contacte pas à moins que ce ne soit pour demander pardon et transférer l'argent que tu as volé. Papa.
Je l'ai lu 2 fois. Voler. Piéger. Pourrir. Pas un seul mot de responsabilité. Pas un seul « je suis désolé » qu'on t'ait traité comme un domestique. Pas un seul merci pour les 5 ans de logement gratuit. Il réécrivait l'histoire même assis dans les ruines de sa propre création. Il croyait vraiment qu'il était la victime. J'ai appuyé sur répondre. Robert, 1. Je n'ai pas volé la maison. Je l'ai achetée quand tu n'as pas payé l'hypothèque en 2021. J'ai les reçus. 2. Je ne t'ai pas piégé. Je t'ai protégé de la honte de la faillite. Mon erreur a été de te laisser croire aux mensonges trop longtemps. 3. Tu ne vas pas trouver d'avocat. Les avocats coûtent de l'argent et ils exigent un dossier. Tu n'as ni l'un ni l'autre. 4. Jessica n'est pas partie à cause de moi. Elle est partie parce que Caleb est un enfant de 25 ans sans emploi et sans perspective, et l'illusion de la richesse était la seule chose qui la retenait. Je ne vous contacte pas pour mendier. Je vous contacte pour dire que c'est la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Si toi ou Caleb vous approchez de moi, de mon lieu de travail ou me harcelez à nouveau, je demanderai une ordonnance restrictive. J'ai l'argent pour la faire respecter. Pas vous. Bonne chance avec le motel 6. C'est toujours mieux que le refuge pour sans-abri dans lequel tu aurais été il y a 5 ans si je n'étais pas intervenu. Mason. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué son adresse email. Je suis resté assis là dans le hall, tremblant légèrement. C'était fait. Le cordon était coupé. Excusez-moi. J'ai levé les yeux. Une jeune femme en tailleur se tenait là, tenant une tasse de café. Utilisez-vous cette chaise? Elle a pointé le fauteuil vide en face de moi. Non, ai-je dit. Allez-y. Elle s'est assise. Elle avait l'air stressée. Elle avait une pile de papier sur la table. Matinée difficile, ai-je demandé, me surprenant moi-même. J'évitais habituellement les étrangers. Elle a soupiré. Vous n'avez pas idée. Mon propriétaire vient d'augmenter mon loyer de 30%. Je dois déménager d'ici la fin du mois où je suis à la rue. Je l'ai regardé. J'ai regardé le solde de $400 000 sur l'écran de mon téléphone. Je suis désolé, ai-je dit. C'est terrible. Ouais, enfin, elle a haussé les épaules. C'est la vie, non? On travaille dur, on suit les règles, et quelqu'un d'autre tire les ficelles. Pas toujours, ai-je dit. J'ai regardé par la fenêtre la matinée lumineuse de l'Arizona. Parfois, on trouve une paire de ciseaux. Elle m'a regardé, confuse. J'ai juste souri. J'ai passé le reste de la semaine à gérer la logistique d'une nouvelle vie. J'ai acheté un nouveau PC de jeu haut de gamme, meilleur que celui qu'ils avaient détruit. J'ai acheté 3 nouveaux écrans 4K. J'ai loué un condo de luxe de 2 chambres dans une tour du centre-ville, près du bureau satellite de mon entreprise, pour ne pas avoir à être en télétravail tout le temps si je ne le voulais pas. Il y avait une salle de sport. Il y avait une piscine. Il y avait la sécurité. Et surtout, il y avait une politique pour les invités qui exigeait mon autorisation pour que quiconque puisse entrer. Caleb a essayé de m'appeler d'un numéro différent vendredi. J'ai écouté le message vocal. Mason, allez, mec. C'est la merde. La tension de papa est encore montée. Maman vend ses bijoux. Écoute, je suis désolé pour l'ordi, ok? Je te rembourserai quand ma crypto décollera. Envoie-nous juste genre 10 000 balles juste pour avoir un appart. On est la famille, frérot. Tu ne peux pas faire ça. Je te rembourserai quand ma crypto décollera. J'ai supprimé le message vocal. Ils se noyaient et ils étaient furieux que je ne les laisse plus utiliser ma tête comme bouée de sauvetage. Mais le plus dur n'était pas la colère. C'étaient les moments calmes. Les moments où j'installais mon nouvel appartement, accrochant mes vêtements dans un dressing qui était tout à moi, et je pensais soudain, je devrais appeler maman et lui parler de cette vue. Puis je me souvenais que la maman que je voulais appeler n'existait pas. La maman que je voulais appeler m'aurait protégé de papa. Elle aurait défendu ma propriété. Elle n'aurait pas regardé silencieusement pendant qu'on me mettait à la porte. Je faisais le deuil de personnes qui étaient encore en vie. Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines, le deuil a commencé à s'estomper, remplacé par une sensation étrange et exaltante. Le respect de soi. 3 mois plus tard,
la chaleur du désert avait commencé à se briser, laissant place à l'automne vif et doré de l'Arizona. J'étais assis sur le balcon de mon condo au 15e étage. Buster dormait à mes pieds, tressaillant dans un rêve, chassant probablement des lapins qu'il n'attraperait jamais. J'ai pris une gorgée de mon café. C'était des grains haut de gamme, fraîchement moulus, pas le truc instantané bon marché que papa insistait pour acheter en gros. Mon téléphone a sonné. C'était Nathan, mon ami avocat. Et, conseiller, ai-je répondu. Quel est le verdict? Tu vas adorer ça. La voix de Nathan était riche d'amusement. Alors, je viens de raccrocher avec l'avocat de l'aide juridique qui représente ton père. Ils ont vraiment trouvé un avocat? J'étais surpris. Aide juridique, service gratuit pour les seniors. Bref, ils ont essayé de déposer une plainte pour expulsion abusive et abus sur personnes âgées. Ils ont prétendu que tu avais un contrat verbal pour un bail à vie et que tu avais malicieusement vendu la propriété pour contourner les lois sur les locataires. Et je leur ai envoyé la pile de reçus, les paiements d'impôts, les emails où ton père te désignait explicitement comme un pensionnaire et un locataire qui devait suivre ses règles. Et la pièce de résistance, le rapport de police du jour de l'expulsion où ton père a admis devant la caméra corporelle qu'il pensait qu'il possédait la maison et que tu ne faisais qu'y séjourner. Nathan a ri. Le type de l'aide juridique a laissé tomber l'affaire. Il a dit à ton père qu'il n'avait aucune base. S'ils poursuivent, ils seront contre-attaqués pour tes frais juridiques et pour les dommages à l'ordinateur, pour lesquels nous n'avons toujours pas porté plainte. C'est mort, Mason. Ils ne peuvent pas te toucher. Où sont-ils, ai-je demandé. Je n'avais pas demandé depuis des semaines. Ils vivent dans un appartement d'une chambre à Mesa, un quartier difficile. Caleb travaille dans un entrepôt Amazon. Équipe de nuit. Caleb travaillant manuellement. Apparemment, la faim est une grande source de motivation. Et ton père, il est hôte d'accueil à Walmart à temps partiel. J'ai regardé la ville. Mon père, l'homme qui se targuait d'être le roi de son château, saluant des étrangers dans un grand magasin. Caleb, l'entrepreneur, emballant des boîtes pour le salaire minimum. Tu te sens mal, a demandé Nathan, sa voix s'adoucissant. Non, ai-je dit honnêtement. Je me sens équilibré. Les comptes sont enfin à l'équilibre. Ils vivent la vie qu'ils peuvent se permettre. Je vis la vie que j'ai gagnée. C'est l'esprit. Et, on boit un verre vendredi pour fêter le non-lieu. Ça marche. J'ai raccroché. Ce n'était pas seulement la victoire juridique. Ma carrière avait explosé. Sans le stress constant de marcher sur des œufs à la maison, sans le bruit de fond du drame familial, ma concentration était revenue avec une vengeance. J'avais dirigé la nouvelle refonte de l'architecture pour mon entreprise. Monsieur Sterling avait laissé entendre qu'un autre bonus arriverait en décembre. J'avais de l'argent à la banque. J'avais un portefeuille d'investissement. J'avais une voiture qui ne sentait pas les vieilles chaussettes de sport, Caleb avait l'habitude d'emprunter ma voiture et d'y laisser son sac de sport. Mais le vrai test est venu 2 semaines plus tard. J'étais à l'épicerie, une belle, le genre avec un bar à olives et un sommelier de fromage. Je poussais mon chariot, hésitant entre 2 types de cheddar vieillis quand je l'ai vu. Robert. Mon père. Il portait son gilet Walmart. Il ne travaillait pas. Il faisait ses courses. Il avait l'air d'avoir perdu 10 kilos. Sa peau était grise. Il poussait un petit panier à main qui contenait un pain de mie blanc, un pot de beurre de cacahuète et un paquet de hot-dogs génériques. Il avait l'air battu. Il avait l'air vieux. Je me suis figé. Mon instinct était de courir, d'abandonner mon chariot et de foncer vers la sortie. Mais alors je me suis souvenu de qui j'étais. J'étais Mason Miller, l'architecte principal, le propriétaire, l'homme qui était parti. Je n'ai pas couru. Je suis resté sur mes positions. Il a tourné le coin et m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés. Il a regardé mon chariot plein de produits frais, de steaks, de vin, de fromage coûteux. Il a regardé mes vêtements, une chemise ajustée, un jean propre, une belle montre. Puis il a regardé son propre panier. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait crier. Je me suis préparé à la scène publique. Ça y est. Les cris, les accusations. Mais il n'a pas crié. Ses épaules se sont affaissées. Il a regardé ses chaussures.
Il avait l'air honteux. Mason, a-t-il croassé. Sa voix était rouillée, comme un portail qui n'avait pas été ouvert depuis des années. Robert, j'ai hoché la tête. Tu as l'air bien. Je vais bien. Il a traîné des pieds. Ta mère. Tu lui manques. Elle demande de tes nouvelles. Elle connaît mon numéro, ai-je dit. Elle ne l'a pas utilisé. Elle a peur, a-t-il admis. Elle a peur de moi. Peur que je me fâche si elle t'appelle. Cela ressemble à un choix qu'elle fait, ai-je dit. Tout comme elle a choisi de te regarder jeter ma vie sur la pelouse. Il a grimacé. C'est dur, Mason. L'appartement. Les voisins sont bruyants. Caleb déteste l'entrepôt. Mon dos me fait mal à rester debout sur ce sol en béton toute la journée. Il était à la pêche. Il lançait la ligne, espérant que je mordrais. Espérant que la vieille culpabilité se déclencherait. Oh, pauvre papa. Laisse-moi te faire un chèque. Laisse-moi arranger ça. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti qu'une pitié lointaine. Comme voir un étranger avec un pneu crevé sur le bord de la route. On espère qu'ils ont une assistance, mais on ne s'arrête pas. Ça a l'air difficile, ai-je dit de manière neutre. Mais tu es un homme plein de ressources, Robert. Tu as toujours dit que le travail acharné forgeait le caractère. Je suis sûr que tu vas trouver une solution. J'ai utilisé ses propres mots contre lui. Tu vas trouver une solution. La phrase qu'il avait utilisée sur moi 1000 fois quand j'avais besoin d'aide. Son visage s'est effondré. Il a réalisé que la banque était fermée définitivement. Je suppose que j'ai mérité ça, a-t-il chuchoté. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'obtiendrai jamais. Et ce n'était pas suffisant. Oui, ai-je dit. C'est le cas. J'ai poussé mon chariot devant lui. Je ne me suis pas retourné. Je suis allé à la caisse, j'ai payé mes courses et je suis sorti dans la lumière du soleil. En chargeant mes sacs dans ma nouvelle voiture, une Tesla Model S que je m'étais offerte, j'ai réalisé que la vengeance n'était pas l'expulsion. Ce n'était pas la police qui les mettait à la porte. Ce n'était pas le Motel 6. La vengeance, c'était ça, j'étais heureux. Je m'épanouissais sans eux. Pendant des années, ils m'avaient fait sentir que j'étais le parasite, le fardeau. Mais la vérité, c'était qu'ils étaient les parasites. Et maintenant que l'autre les avait détachés, je florissais et ils dépérissaient. J'ai conduit chez moi en chantant avec la radio. Quand je suis arrivé à mon condo, je me suis fait un sandwich au roast beef avec ce cheddar vieilli. Je me suis assis sur le balcon et j'ai regardé le coucher du soleil. Mon téléphone a sonné. Une notification de YouTube. Mon histoire, celle que j'avais postée anonymement sur l'expulsion, était devenue virale. Des milliers de commentaires. Des gens m'encourageant. Des gens partageant leurs propres histoires de famille toxiques. J'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait toute une armée de nous, les boucs émissaires, les enfants invisibles, ceux qui ont brisé le cycle. J'ai pris Buster et je l'ai mis sur mes genoux. On l'a fait, mon grand, lui ai-je dit. On a réussi. Il m'a léché le visage. Le soleil a plongé sous l'horizon, peignant le ciel de stries violentes de rouge. Mais dans mon monde, tout était calme. J'avais perdu une famille, mais je m'étais trouvé moi-même. Et c'était un échange que je referais en un battement de cœur. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce voyage. Ce n'était pas une histoire facile à raconter. Et je sais que ce n'était pas facile à entendre. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon expérience, c'est ceci, l'abus financier est un véritable abus. Juste parce que ça ne laisse pas de bleu ne signifie pas que ce n'est pas violent. Quand quelqu'un utilise votre culpabilité, votre amour ou votre désir d'approbation pour contrôler vos ressources et détruire votre avenir, ce n'est pas de la famille. C'est de la prédation. On nous apprend souvent que les liens du sang sont plus forts que tout. Que nous devons tolérer la toxicité simplement parce que nous partageons de l'ADN. C'est un mensonge. La famille est un titre qui se gagne par le respect, le soutien et l'amour. Si ces choses manquent, vous n'avez aucune obligation de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Fixer des limites, même extrêmes comme l'expulsion, n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de survie. Vous avez droit à votre propre espace,
votre propre argent et votre propre paix. Je veux vous entendre. Quelle est la limite que vous auriez aimé fixer plus tôt dans votre vie? Ou si vous êtes d'accord que parfois partir est la seule option, commentez simplement le mot bien ci-dessous. Cela m'aide à savoir que ce message a atteint les bonnes personnes. Restez fort, protégez votre paix, et rappelez-vous, vous tenez les clés de votre propre vie. Ne laissez personne d'autre changer les serrures. ¿La metimos al grupo? ¿Cómo fue todo o qué? Todo. Desde el principio. Bueno, Son para 4 eso horas y estamos tengo hablando. 2 horas y media. Pero ojalá que el Roberto no Ajá. llorar o no llore. Si llora, por favor, mejor dejemos No, esto. no. Toda la historia. Oh, ya la encontré. Perfecto. Bueno, sigue comentando. Bueno, la No, metieron al ya se grupo desmayó. y le escribieron lo siguiente. ¿Qué le pasó? Dichosa, antes de eso Julieta le escribió. La añadieron y le puso, un oso le puso, buena señora Fer. Y le puse, ¿No era pásate, señora amiga. Julieta? Es que también un oso está en la historia. También unos están en la historia. Le dije, pásate, Ah. amiga. Toda una loba. Y ella, ¿de qué estamos hablando? Ocupamos un favor. Queríamos que aparecieras como el boss de Zombox. Le puse, y luego Julieta le puso, la lista de los hombres que usted le ha robado el corazón porque es toda una ladrona. Entonces queremos ponerlos como súbditos. Creamos Una una lista mierda. completa de todos sus amores para que al lado de ella, como el boss final, aparecieran todos los nombres de sus babosos. ¡Oh, cielos! Eso quiere decir que Marico, eso se hizo de mala leche, eso no se hace. Mala Sí, leche. sí. Y Sí, tengan eso- en cuenta ¿Y qué? que tengan en cuenta que Roberto Gómez Bolaños ya no apenas les estaba hablando otra vez A a la los mierda. muchachos que lo metieron a fuerza sin tener nada que ver. Oye, esa Julieta, entre No. más cuenta la otra historia, marica, menos la apoyo, marica, la de real. Dios. Sí, que conste que resulta que Roberto Gómez Julieta- Bolaño, espérate, Roberto Gómez Bolaño les estaba hablando otra vez a Julieta porque era una de sus amigas. Oh, Entonces confió Mm. tanto en ella que le volvió a hablar y todo y le hicieron esa traición. ¿Cuál pinche Oh. traición? Pero No, oye, qué es traición. ¿Cómo le vas a poner a la noche oscura ahí sin que él supiera y tras del hecho le metes a todos Exacto. los A ver, exes a ver, malvados? O sea, es que... Exacto. Roberto Gómez Bolaños ya no me hablaba. Eso es mentira. Oh. Ya no, O sea, ya tú no le eres hablaba a Julieta. Julieta. No, ya no le hablaba. se delata sola. Literal. No, Julieta, que a veces se me confunden las. te identificas con el este- de tu personaje. No. Entonces, Julieta y Roberto Gómez Bolaños ya no se hablaban. Entonces, Julieta dijo, no tiene nada que perder. Aparte, como Julieta estaba tan enojada con la noche oscura porque había visto a cuatro de sus Conste 5 que amigos esto fueron hace llorar. como 1 o 2 años que estás allá enojada. Chija. Pero, Eh, ¿estaba? ¿Cómo? Nada, sigan, perdón. Bueno. Julieta estaba muy enojada porque tuvo que escuchar todas las historias de todos y cómo los dejó traumados. Yo escucharlos Mierda. llorar, escuchar aconsejar. Imagínate a 4 hombres, tener que escuchar a 4 hombres hablar 5 horas seguidas del mismo tema cada uno. Y después dicen que uno no abre sus sentimientos, que no muestra su lado Marica, sensible. literalmente, Así es que literal. Pero bueno, Pero continúa. esa era la misma historia, hacía lo mismo con Ah, todos. Pero a las con mujeres hay que todo. escucharlo todo el día. No, con la misma Literal. voz. cállense. O si no se Ay, emputan. Era lo mismo con Literal. todos, o sea, hacía lo mismo con todos. Y cuando yo les dije, ¿está pasando esto? Ellos dijeron, no, es que la amo, que me engañe. ¿Y Roberto Gómez Bolaños también dijo lo mismo? También. No, y Roberto Gómez Bolaños nunca habló con ella hasta que volvieron a hablar Roberto poquito. Gómez Bolaño se enteró de que le metía el cuerno con 5 hombres y Roberto No, Gómez no, Bolaño no, se no. quedó ahí No, y no. prefirió... Ey. y- No, Perdóname. me toca a mí. No. Está bien. Ándale, habla, Ah, espérame. siéntate.
está sentado. Pues No, sí, que se ¿verdad, pare no? aquí. Bueno, Yo es iba a lo que decir les va que, dando. así como la historia pasada tomé el lado de Romeo, aquí soy Team Roberto Gómez Bolaños. Sí, pues todos. Siempre, Y, siempre sí, y desde el lado Julieta, de. y Julieta muy mal. Ay, es que esa Julieta era tremenda.